Les perceptions sensorielles qui viennent avant le rêve. Ça va être le sujet de l'enregistrement présent. En fait, c'est en relation avec une vidéo que j'ai écoutée récemment et que j'ai trouvée très intéressante qui s'intitule Expert du cerveau, deux points, nouvelle découverte scientifique sur les rêves, point d'exclamation. Personne ne rêve en dormant, point d'exclamation. Donc, le lien web de la vidéo, naturellement, vous allez pouvoir la retrouver en bas de l'enregistrement présent. En fait, en écoutant cette vidéo-là, ça m'a amené une autre perspective par rapport aux rêves que je ne connaissais pas. Et ça m'a même amené à prendre des notes dans l'optique d'intégrer comme faut l'information. En fait, c'est une entrevue qui est faite par rapport à Jean-Paul Tassin, qui est un neurologue et directeur de recherche émérité de l'INSERM. Donc, c'est un monsieur que ça fait plusieurs années qui étudie les rêves. Et là, ce qui est intéressant, c'est que dans la vidéo, ce qui est question, c'est que le rêve se construit de manière rétroactive et que la sensation externe que la personne peut avoir peut amener la création d'un rêve. Par exemple, quelqu'un peut rêver que le cadran du réveil matin sonne et la personne se réveille et le cadran se met à sonner. Une personne, subjectivement, peut dire ben, j'ai eu un rêve prémonitoire, j'étais en train de rêver et je m'imaginais que le cadran était en train de sonner et là, le cadran sonne. Mais en réalité, ce qui peut être arrivé, c'est que le cerveau de la personne a perdu l'information, donc inconsciemment. Ensuite, un rêve a été créé par l'activité des neurones modulatrices pour créer une transition qui présente l'information au conscient dans une période de micro-éveil. Donc, le rêve est créé à partir de la fin de l'histoire. Quelqu'un peut s'imaginer tout un scénario, puis une histoire, puis la personne peut avoir l'impression que le rêve dure une demi-heure de temps, dans le sens que la personne rêve qu'elle part en voyage, elle va par la suite dans une chambre d'hôtel, elle va programmer le réveil matin, puis dans son rêve, eh bien, elle va entendre le réveil matin sonner. Puis dans son souvenir, ça s'échelonne sur une longue période de temps, mais en réalité, ça dure moins d'une seconde, le scénario mental qui est généré à partir du mémorial de la personne par rapport à son bagage de vécu. Si, par exemple, la personne a déjà été dans le passé à un hôtel, il fallait qu'elle programme un réveil matin. Là, elle se réveille au son du réveil matin. Donc, la personne peut s'auto-mystifier en croyant qu'elle a rêvé au réveil matin, puis un réveil matin qui sonne, puis elle a fait un rêve prémonitoire, puis que le rêve a duré une demi-heure avant que le réveil matin sonne. Mais en réalité, ce qui arrive, c'est que on peut s'imaginer des choses, puis ce qui est dit, c'est que le rêve est souvent créé à partir de la fin d'une histoire, impliquant des stimulus externes, en interaction avec le mémoriel de la personne qui va être activé par les neurones. Donc, on parle d'activation des neuromodulateurs qui vont générer une activité dans le cerveau, comme le rêve, comme la sérotonine, la dopamine, l'ocytocine. Donc, les différents neurotransmetteurs qui sont en relation et en réaction à des stimulus de l'environnement, les connexions qu'ils vont avoir entre eux, les neurotransmetteurs, par rapport aux neurones du cerveau, vont amener la génération du rêve là, dans cette perspective-là. Naturellement, c'est une perspective qui est matérialiste. L'intervieweuse a essayé de l'amener à se prononcer par rapport au rêve à caractère spirituel, impliquant, par exemple, le Christ ou des personnages à caractère angélique ou divin, mais lui, il n'embarque pas là-dedans en disant, mais non, toutes ces affaires-là, il y a tout le temps une explication logique derrière ça. Bon, c'est sa perspective. Je trouve ça un peu réductionniste comme l'habitude. Mais bon, l'idée de tenir compte des stimulus externes pour expliquer la signification et le sens du rêve après coup, je la trouve intéressante. Dans le sens que si par exemple, je me réveille le matin et il fait clair, parce que les stores étaient mal fermés et je reçois de la lumière du soleil dans la figure, alors que dans les instants précédents, j'étais en train de rêver qu'il y avait du soleil sur moi.
puis j'étais à la plage, bon, ben, il y a une transition qui se fait avec le mémorial associé au stimulus, qui est la perception de la chaleur, le soleil. Puis moi, c'est associé mentalement à des souvenirs où j'étais en voyage, par exemple, à Old Orchard Beach, une plage aux États-Unis, qui a été historiquement appelée la Floride des pauvres par des Québécois, qui n'ont pas nécessairement l'argent pour se rendre un peu plus au sud en Floride, mais aujourd'hui, avec l'inflation et l'augmentation des prix, aller sur cette plage dans l'État du Maine, mais ça coûte pas mal cher. C'est plus aussi accessible qu'avant. Mais bref, c'est que il y a des stimulations externes qui vont déclencher l'activité de l'inconscient dans une perspective psychanalytique. Donc, par exemple, quelqu'un écoute un film, puis le personnage principal vit de la violence par rapport à son père, et la personne, ça lui fait penser, ça fait écho à son bagage mémoriel traumatique où lui-même a vécu de la violence par rapport au père. Et là, ça déclenche un souvenir qui amène une émotion à émerger, un état de tristesse, un état d'impuissance. Bon, ben c'est un petit peu le même principe, sauf par rapport à un stimulus externe qui n'est pas lié au cinéma, mais plutôt à la perception. Ça peut être d'une couleur, d'une odeur, d'un bruit. Ça peut être de percevoir le bruit d'une auto qui passe dans la rue, voyons, proche de la fenêtre de la chambre. Bon, mais si l'auto connaît une accélération très rapide, puis on entend l'auto, bon, on peut faire un rêve qu'on est en voiture. Puis là, il y a une transition parce que le stimulus est associé mentalement à ça chez nous. Au même titre que si on voit un insecte, ben on peut avoir peur parce qu'on a déjà eu... ou un chien, quelqu'un qui a été mordu par un chien, il voit un chien, il se met à avoir peur. Bon, ben, il y a une association mentale spontanée entre du mémorial et stimulus qui peut être activé au niveau du rêve comme dans la vie éveillée de tous les jours. Donc, c'est le même principe. Donc, en lien avec ça, par rapport au rêve, j'ai trouvé ça intéressant, l'explication qu'il donne. Puis lui, il expliquait que le sommeil paradoxal, où on peut voir, par exemple, dans cette phase-là, les yeux bouger, c'est pas parce que les yeux sont en réaction au rêve. Parce que pour lui, le rêve est créé après une stimulation essentiellement qui va venir, par exemple, de l'environnement, où lorsque la personne ne dort pas, puis elle commence à être éveillée, le rêve peut émerger, puis le rêve, ça dure souvent moins d'une seconde. Ça dure quelques instants, mais en quelques instants, il peut y avoir beaucoup d'images qui apparaissent, puis là, en interprétant puis en réfléchissant aux images, il peut y avoir, par exemple, moins de 16 images qui apparaissent, mais si on y réfléchit puis on interprète ça, puis on s'imagine un scénario avec une histoire, ça se peut qu'on puisse en parler pendant une demi-heure ou une heure de temps. Mais en réalité, ça a duré un laps de temps plus court. Donc, on peut se méprendre par rapport à la temporalité associée au rêve. Donc, c'est une explication intéressante à prendre en considération dans l'optique de démystifier le rêve, à savoir si ça explique tout. La réponse est bien entendu non, mais bon, d'avoir la perspective scientifique sur le sujet, je pense que ça peut être intéressant. Et c'est sûr que d'écouter cette vidéo-là, ça m'a amené à réfléchir de nouveau par rapport à des phénomènes que j'avais déjà étudiés dans le passé, comme celui des hallucinations, parce qu'en réalité, avec un stimulus sensoriel que la personne perçoit malgré elle, parce que le néocontexte qui enregistre l'information, qui l'interprète, est plus lent que l'activité du cerveau émotionnel ou reptilien. Ce qui fait que des fois, on rationalise des perceptions. Je me posais la question à savoir, parce qu'un cerveau peut halluciner en fonction de la consommation de drogue qui crée une stimulation externe. Donc, il réagit par rapport à ça. Là, c'est en relation avec des informations qui ont un impact sur des substances dans le cerveau, qui vont créer des connexions particulières entre des neurotransmetteurs. Donc, ça me fait penser un peu le rêve qui est créé après la perception d'un stimulus externe qui le déclenche. Ça me fait penser un petit peu à la création d'une hallucination après quelqu'un ait consommé un état de drogue, où certains vont dire que la personne est entrée en état de transe. Mais pour ce qui est de la notion d'hallucination,
J'ai été voir des définitions sur le web que j'ai trouvées intéressantes. Il est question que lors d'une hallucination, c'est une activité anormale des circuits neuronaux qui entraîne des perceptions sensorielles, visuelles, auditives, etc., sans stimulus externe réel, car le cerveau ne parvient pas à différencier correctement la réalité de l'imagination ou des rêves. Les hallucinations sont liées à la perception d'éléments inexistants dans la réalité. Des anomalies dans les connexions entre différentes régions cérébrales peuvent perturber la communication normale entre les aires sensorielles et les centres de contrôle, conduisant à des perceptions erronées. Donc, halluciner, c'est quelqu'un qui perçoit quelque chose qui n'existe pas. Sauf que moi, je me garde toujours la possibilité à prendre en considération dans l'équation qu'il y a des réalités occultes qui échappent aux perceptions de nos sens qui sont limitées. Un peu comme, par exemple, les infrarouges. Nos yeux peuvent percevoir une partie du spectre lumineux, mais pas tous les types de lumière qui existent, et en dessous et au-dessus d'un certain seuil, on ne les perçoit pas. Et qu'il y a des êtres humains qui perçoivent des réalités que d'autres ne perçoivent pas. Donc, par rapport à la perception d'être décédé, d'entités, d'extraterrestres sur d'autres plans de réalité, je suis ouvert à la possibilité, puis je suis ouvert aussi que la possibilité, le rêve soit un véhicule d'information. Je suis ouvert aussi à prendre en considération la possibilité que les informations présentées dans le rêve peuvent être en lien avec de l'hallucination, il y a un dysfonctionnement du cerveau ou en réaction à des stimulus externes par association mentale libre, un peu comme des associations mentales que peut être générées dans une session de psychanalyse, où la personne qui consulte va parler librement. Puis là, on va avoir des associations mentales spontanées là, qui vont être générées. Donc, c'est un petit peu le même principe à un certain niveau, mais ça n'explique pas tout. Donc, la perspective présentée dans la vidéo, je pense que c'est intéressant à prendre en considération, qu'elle peut démystifier certains rêves, puis d'éviter de se méprendre par rapport à des rêves qu'on pouvait interpréter au préalable comme étant des rêves de prémonition, dans l'optique de faire preuve d'esprit critique, d'esprit scientifique, de scepticisme. Mais naturellement, ça n'explique pas tout. Et je suis de l'avis qu'il existe des réalités qui échappent à la compréhension logique et rationnelle de l'être humain. Donc, c'est ce qui va compléter cet enregistrement. Et comme mentionné précédemment, vous allez avoir le lien web là, par rapport à l'entrevue qui se rapporte à l'étude du rêve. Merci de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.